Bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver pour une nouvelle émission Radio Fringale. Et aujourd'hui, ça y est, elle est là, la preview de l'enfer du Nord, de Paris-Roubaix. Et oui, c'est celle que certains, dont notre collègue Matt, appelle la plus belle des classiques. Certains préfèrent le Tour des Flandres et d'autres suiveurs du cyclisme, peut-être un peu plus étrange, préfèrent le Tour de Lombardie. Je ne sais pas, on en reparlera. En tout cas, ça y est, Roubaix, c'est dimanche, c'est le match retour entre Tadej Pogačar et Mathieu Van Der Poel, avec peut-être des surprises, tout ça, on va en parler avec mes deux acolytes du jour. Tout d'abord, celui, on le sait, c'est sa course préférée, Paris-Roubaix. Il tenait absolument à faire cette émission, il ne pense qu'à Paris-Roubaix depuis avril dernier jusqu'à aujourd'hui. C'est Nico. Comment tu vas, Nico ? Bonjour à tous, bienvenue dans cette preview de Paris-Roubaix. Bonjour Titien, bonjour Melvin. Un peu d'objectivité sur cette course ne fait pas de mal. Et si je considère que Paris-Roubaix est sans problème, et je le redis, dans le top 3 des courses les plus légendaires de l'histoire du cyclisme, avec le Tour des Francs, avec le Tour de France, avec peut-être le Tour des Flandres ou le Giro, voilà, on pourra discuter. Ce n'est pas forcément la course qui me plaît le plus, mais ça n'empêche que c'est une course légendaire et un rendez-vous immanquable de l'année. Et donc, je suis ravi de discuter de cette présentation de Paris-Roubaix avec vous. Super, et avec nous, justement, on a la chance de l'avoir. Ça fait 3 semaines qu'il est chez Radio Fringale, et puis déjà, vous ne pouvez plus le manquer dans les émissions. Il a fait une entrée fracassante. C'est Melvin. Comment tu vas, Melvin ? Salut tout le monde, ça va très bien. Tandis que Nico va nous faire une voix de la raison, moi je vais essayer d'être la voix de la passion, parce que Paris-Roubaix, ça déchaîne la passion. Moi je suis absolument fan de cette course. Avec le Tour des Flandres, c'est une semaine de pur bonheur, et franchement, je vais me régaler dimanche, c'est sûr. Ah, génial. En tout cas, ce qui est génial, Melvin, c'est que je te confirme que ton micro marche super bien. Et oui, avant l'émission, on a mis un petit peu de temps à faire marcher le micro de Melvin. Mais là, Melvin, ton micro est prêt pour une méga émission. On t'entend super bien. J'ai réglé les problèmes mécaniques, ça y est. Voilà. Maintenant, il reste plus qu'à mettre les watts comme Tadej Pogačar ou un Paul Texas actuellement. Ça, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Alors, messieurs, Paris-Roubaix, on a eu un Tour des Flandres la semaine dernière remporté par Tadej Pogačar, qui a déjà remporté Milan-San Remo quelques semaines auparavant. On arrive sur le 3e monument de l'année. Forcément, voilà, ça va être la question que je vais vous poser. Pogačar, Van Der Poel, qui va gagner ? Est-ce qu'on va avoir un autre scénario ? Est-ce que d'autres coureurs vont pouvoir s'inviter au bal de ce Paris-Roubaix 2026 ? On va parler de tout ça, mais avant de ça, on parlera aussi des conditions météo qu'il va y avoir forcément, parce que voilà, c'est en train de s'affiner totalement. Et moi qui participe au Paris-Roubaix Challenge la veille, je suis en panique totale, voilà, je vous le dis. Donc voilà, des conditions météo qui vont peut-être être compliquées, un duel de champions, plein de beaux coureurs. Mais avant ça, Melvin, tu vas nous expliquer pourquoi l'enfer du Nord est appelé l'enfer du Nord avec ce parcours. L'enfer du Nord, parce que on se situe déjà dans le Nord, très simplement. Alors le parcours, il consiste en quoi ? Il consiste à un départ de Compiègne pour arriver jusqu'à Roubaix, à la frontière avec la Belgique. Il y a 258 km, dont 55 km de pavés, 30 secteurs avec des pavés plus ou moins réguliers, et certains secteurs classés 5 étoiles qui vont faire très mal. Les trois secteurs 5 étoiles, vous les connaissez peut-être sûrement, avec la trouée d'Arambert qui intervient à peu près à 90 km de l'arrivée. Ensuite, on a aussi Mont-Saint-Pével qui est absolument terrible. Et le dernier, celui dans lequel on retrouve les dernières grandes batailles, celui du carrefour de l'Arbre. Les premiers secteurs pavés interviennent au bout de 100 km. Et pendant les 100 premiers kilomètres, on va avoir une belle bataille, que ça soit pour l'échappée ou que ça soit pour le placement à l'approche du premier secteur pavé. Tout à fait. Nico, quand on voit cette course, on se dit quand même incroyable, hein. Énorme difficulté au niveau des pavés, c'est parmi les pavés les plus difficiles dans le cyclisme professionnel. Non seulement il y a un aspect endurance, la course fait plus de 250 km. Il peut y avoir, comme tu vas en parler juste après, du vent, de la pluie, mais la difficulté technique ne réside pas, comme dans d'autres courses, sur par exemple des descentes de col ou du placement au niveau des sprints et compagnie, mais réside vraiment dans cette qualité de pavé qui fait toute la différence par rapport à d'autres courses. On a eu beaucoup de pavés depuis le début de la saison, mais les pavés des Flandres sont quand même considérés dans la grande majorité d'un meilleur état que ceux de Paris-Roubaix, où effectivement il n'y a pas de dénivelé, ou alors très peu.
Mais par contre, le pavé est très difficile à manœuvrer, surtout avec des vélos de course. Il faudrait quasiment avoir des VTT ou faire du cyclocross pour vraiment bien pouvoir les négocier. C'est ce qui fait toute la différence, on va dire, entre des purs coureurs de pavés, de course flandrienne et le reste du peloton qui craint ces passages comme personne. On l'avait vu, notamment si vous voulez vous en rendre compte, alors qu'il y a peut-être 5 ou 6 secteurs pavés maximum sur des étapes du Tour de France. Quand il n'y a pas des purs spécialistes, c'est un carnage. Alors imaginez avec 30 secteurs pavés, avec des difficultés variables comme on l'aura ce dimanche. Imaginez si vous aviez des coureurs spécialistes de course par étape qui sont pas du tout adaptés au pavé. Imaginez un peu le carnage. Donc c'est là que se réside toute la difficulté de Paris-Roubaix. Alors Melvin, justement, on va continuer sur ta lancée. Donc voilà, on arrive sur ces secteurs pavés. Est-ce qu'il y en a plus dur que d'autres? Est-ce qu'il y en a où la course risque de se jouer? Ouais, comme je l'avais dit, on a 3 secteurs 5 étoiles qui sont généralement les lieux où il se passe le plus d'action, que ça soit des chutes ou que ça soit des attaques ou que ça soit des mouvements d'anticipation. On a aussi 6 secteurs qui sont 4 étoiles. Alors si on reprend la chronologie, le premier secteur est 3 étoiles, celui de Troisville. Un peu plus loin, on retrouve celui de Kiévi, puis ensuite un peu plus loin, un enchaînement qui a été légèrement modifié cette année. On a quelques secteurs qui ont fait leur apparition. Au final, on se retrouve avec les mêmes secteurs sur les 22 derniers, donc les changements sont vraiment minimes. Après, là où on rentre vraiment dans le cœur de la course, c'est le secteur d'Aveluy, qui est 4 étoiles et qui est enchaîné juste après par la Trouée d'Arambert. Ceux qui suivent un petit peu Paris-Roubaix savent que la Trouée d'Arambert, c'est le secteur clé, celui où tout le monde veut être parfaitement placé. En général, il reste encore pas mal d'équipiers et ils se donnent à fond pour lancer leur leader là-dedans. On est à moins de 100 km de l'arrivée. C'est le premier secteur où il va y avoir des grosses différences. Ensuite, on a une petite période d'accalmie, mais ça reprend très très fort avec les 2 derniers secteurs dont je vais vous parler, Auchy-les-Orchies, Mont-Saint-Pével. Et ensuite, une dernière petite pause avant de faire les 2 grands derniers secteurs, celui de Campin-en-Pével et le Carrefour de l'Arbre. Là, on se retrouve à seulement 20 km de l'arrivée. Et ensuite, on a des petits secteurs beaucoup moins importants avant d'entrer dans Roubaix. Nico, on se souvient des Paris-Roubaix années 2000, années 2010 où la Trouée d'Arenberg, on l'attendait et puis finalement un petit peu déceptif et finalement tout se jouait dans les 3-4 derniers secteurs pavés. Aujourd'hui, j'ai envie de dire que nenni, à mon avis, premier secteur clé comme disait Melvin, Aveluy suivi de la Trouée d'Arenberg. Déjà, à partir de là, il faudra vraiment que tous les favoris soient aux avant-postes parce qu'à partir de là, la course peut se lancer et on peut avoir toutes les attaques à plus de 110 km de l'arrivée. Ouais, c'est la grande innovation de ces dernières années sur Paris-Roubaix, c'est justement ce ralentisseur juste avant l'entrée de la Trouée d'Arambert, qui est une longue ligne droite après au milieu de la forêt d'Arambert. C'est pour ça qu'on appelle la Trouée, parce qu'elle elle sépare la forêt en deux. Ça fait un secteur très long, très difficile, avec des pavés absolument horribles. Et justement, avec l'augmentation de la qualité ces 10 dernières années des vélos, ils sont de plus en plus aéros et avec les coureurs qui parlent de plus en plus loin. Les coureurs arrivaient sur la Trouée d'Arambert à 60, 65, voire pour les plus rapides 70 km/h et c'était un massacre. On a vu des chutes, des problèmes mécaniques. On avait ça faussait toute la course. Déjà une course qui est largement tributaire des problèmes mécaniques et du placement. Donc les organisateurs ont ajouté depuis l'année passée ce petit ralentisseur à l'entrée de la Trouée d'Arambert pour arriver à des vitesses beaucoup plus tranquillisantes, beaucoup moins problématiques. Et donc, effectivement, c'est à partir de ce secteur que la course se lance vraiment, surtout avec des machines qu'on a ces dernières années qui viennent pour gagner Paris-Roubaix, notamment 3 coureurs qui aiment bien attaquer de loin. Mathieu Van Der Poel, Tadej Pogačar et Mats Pedersen, entre autres, sans compter tous les autres qui peuvent également y participer et qui sont des machines à rouler qui viennent de très très loin. Mais ça, j'imagine, Titien, qu'on en reparlera. Donc effectivement, si vous êtes fan de Paris-Roubaix, il faut être à plus de 100 km. Il faut regarder les 100 derniers kilomètres devant votre écran parce que la course sera déjà lancée à ce moment-là.
Tout à fait. Pour finir sur le parcours, donc parcours ultra exigeant tout le temps. On l'a dit Melvin, hein, pour le coup, le seul finalement répit de Paris-Roubaix, c'est que c'est plat. Et mine de rien, voilà, c'est pas négligeable pour ceux qui ont un petit peu, et on en parlera parce qu'il y a des coureurs qui ont peut-être le profil à vouloir aussi faire la différence dans des difficultés. Le secteur de fin de course, parce qu'il y a des secteurs un peu pentus, mais plutôt dans la première moitié de course. Derrière, une fois que les plus durs secteurs s'enchaînent, le point clé pour des coureurs, pour aussi faire la différence, peut-être quand ça monte, c'est ce secteur de Mont-Saint-Pével, hein, qui est à 45 km de l'arrivée, où là, on a cette dernière partie du secteur tout en faux plat montant, on tourne à droite, et là, il y a un sacré faux plat, quand tu mets tout le monde à fond dans le secteur de Mont-Saint-Pével, derrière, tu as 300 mètres de faux plat à 6% assez prononcé, où là, tu peux faire mal. Oui, bah en fait, dans le cyclisme, ce qui compte aussi avant un passage avec du pourcentage, c'est qu'est-ce qu'on a eu avant. Et en fait, l'enchaînement des secteurs pavés suivi de ce faux plat montant qui paraît anodin sur n'importe quel autre parcours, on le verrait même pas. Mais là, le fait qu'on ait fait des secteurs pavés de 3 km avec Mont-Saint-Pével, par exemple, les coureurs, ils arrivent épuisés, plus trop lucides. Et là, quand tu relances sur le côté, il suffit que le vent soit de côté ou alors de dos, et puis les relances peuvent être super rapides. Et donc c'est vraiment un endroit clé, et moi notamment, j'en parlerai plus tard dans mon scénario, mais j'attends beaucoup de ce passage-là. Très bien, et ben justement, on va commencer à en parler de cette course. Alors évidemment, voilà, tout est lié au première classique qu'on a eu et au Tour des Flandres, avec l'attraction quand même de cette course, hein, Nico, c'est la présence de Tadej Pogačar, le double champion du monde, vainqueur des 2 premiers monuments de l'année, qui n'est plus qu'à une victoire de Paris-Roubaix de remporter les 5 monuments, et peut-être même qu'on pourra dire que s'il remporte ce Paris-Roubaix, qu'il aura déjà remporté les 5 monuments la même année. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Toujours est-il que Tadej Pogačar vient sur ce Paris-Roubaix défier le maître des lieux, Mathieu Van Der Poel, qui a ultra dominé les 3 dernières éditions. C'est à la fois un moment hyper symbolique parce que Pogačar peut compléter cette collection de monuments que par exemple n'a pas réussi à faire Philippe Gilbert dans ce siècle, et parce que tout simplement en même temps Pogačar est le plus fort depuis le début de l'année, en même temps il se heurte à un immense défi, c'est-à-dire à battre le monstre qu'est Mathieu Van Der Poel sur les pavés de Paris-Roubaix. Il n'a travaillé que Milan-San Remo et Paris-Roubaix depuis 6 mois. Alors, il les avait déjà travaillés avant, mais là, il l'a annoncé depuis le mois d'octobre et de novembre, depuis sa victoire au Tour de Lombardie. En gros, il n'a travaillé que 2 courses. On l'a vu sur les réseaux sociaux, on l'a vu dans les déclarations, dans la communication de son clan et du AE. Tadej Pogačar n'a visé que 2 courses dans ce début de saison. Milan-San Remo, il l'a remporté malgré les circonstances, en explosant le record, son précédent record des 2 derniers capis, de la Cipressa et du Poggio. Et là, on l'a vu travailler, on l'a vu prendre du muscle, on l'a vu se renforcer au niveau des lombaires, au niveau des avant-bras, pour être capable. C'est un coureur assez fin, Tadej Pogačar, c'est un grimpeur à la base typé. C'est pas un coureur très tanké comme Mathieu Van Der Poel, qui est un pur spécialiste des classiques et du cyclocross, et donc de parcours très exigeants techniquement, notamment voilà, où ça secoue. Et donc Tadej Pogačar a travaillé uniquement ces aspects-là, donc sa puissance, son explosivité, sa résistance sur des très longues courses, des très longues périodes. Il n'a absolument pas travaillé comme les dernières années pour battre Vingegaard sur le Tour de France. Voilà, par exemple, son explosivité en montagne, ou sa répétition des efforts, comme il avait pu le faire par exemple en 2024, où il était revenu encore plus fort dans ce domaine. Là, il a vu qu'il lui en manquait un tout petit peu pour battre Mathieu Van Der Poel. Il l'a déjà battu 2 fois dans des circonstances différentes ce début de la saison, et pour atteindre son objectif, il doit battre un Mathieu Van Der Poel très très fort. On l'a vu sur le Tour des Flandres, il était certes pas sur le meilleur terrain pour battre Tadej Pogačar, mais là Mathieu Van Der Poel est sur un terrain sur lequel depuis 3 ans il est imbattable. Et donc Tadej Pogačar a un double défi devant lui, battre l'un des meilleurs coureurs de l'histoire de Paris-Roubaix sur le monument où le profil se prête le moins à ses qualités. Et donc c'est pour ça que pour l'instant c'est la course, le monument, la course légendaire qui lui résiste. Et tout l'enjeu sera de savoir, est-ce que le travail hivernal de Tadej Pogačar et les circonstances de course paieront suffisamment pour qu'il puisse faire la différence et s'imposer sur cette course ou pas. Et je pense que c'est une des histoires qui va être racontée durant ce Paris-Roubaix 2026. Tout à fait. Alors Melvin, tu vas nous parler de scénario. J'ai compris que voilà, tu avais déjà quelque chose en tête. Moi, après ce que dit Nico, la question que je me pose, ok,
Tadej Pogacar s'est préparé pour ses courses. Je pense pas que Mathieu Van Der Poel, on parlera des autres coureurs plus tard, hein, mais je pense pas que Mathieu Van Der Poel, lui, il se soit tourné les pouces pendant l'hiver. Ma question que j'ai, aussi fort que soit Tadej Pogacar, aussi énormes soient les efforts qu'il ait fait pour travailler pour Paris-Roubaix, etc. Comment battre Mathieu Van Der Poel sur Paris-Roubaix? C'est vraiment la question un peu candide finalement que je me pose, mais il y a Tadej Pogacar, il a quelque chose qu'il a en plus que le néerlandais, c'est qu'il a cette capacité à grimper que n'a pas Mathieu Van Der Poel, qui est un excellent puncher, et on l'a bien vu sur les monts très très courts, Koppenberg, Paterberg, il lâchait pas Pogacar. Pogacar, là où il a fait la différence, c'est qu'il a pris les 15 secondes qu'il lui fallait sur Van Der Poel la semaine dernière, comme il l'a fait en 2025, comme il l'avait fait en 2023, c'est sur le vieux Quarmont. Et à la fin, il gagne le Tour des Flandres. C'est pas pour autant que sur les éditions 2023 et 2025 de Paris-Roubaix, Mathieu Van Der Poel a été ridicule derrière. Donc moi, je vois le scénario du Tour des Flandres, je me dis pas, Tadej Pogacar est vraiment lancé cette année, il va forcément battre Mathieu Van Der Poel. Paris-Roubaix, c'est plat. Paris-Roubaix, il y a des pavés, certes, mais donc il faut être technique, Mathieu Van Der Poel là, il faut être puissant, Mathieu Van Der Poel là. Est-ce que Tadej Pogacar a vraiment les moyens à la pédale, c'est-à-dire, je parle pas, Paris-Roubaix, il peut y avoir son lot de crevaisons, mais ça peut aussi arriver à Tadej Pogacar, donc je parle à la pédale. Est-ce qu'il y a un moyen que Tadej Pogacar distance Mathieu Van Der Poel, ce qui l'assurait d'une victoire sur le Vélodrome, ce qui est pas sûr s'il n'arrive pas à distancer le Néerlandais et qu'il doit le battre au sprint, ce qui est pas gagné? Et moi, je vois plutôt une option dans laquelle Pogacar parvient à fatiguer tellement Van Der Poel qu'il n'aura plus d'essence dans le moteur au moment de lancer le sprint. Je pense que Pogacar a vraiment travaillé sur cet aspect-là, être capable de répéter des efforts, même sur le plat ou sur des petites ascensions, et être capable de lancer des sprints à son plein potentiel en fin de course. Et on a déjà vu Mathieu Van Der Poel craquer sur des sprints finaux, par exemple, on se rappelle sur le Tour des Flandres face à un Casper Asgreen, par exemple. Ouais, oui, tout à fait. Toujours est-il que, encore une fois, le Tour des Flandres, c'est la question, c'est comment il va faire pendant la course selon toi? Du coup, il va multiplier les attaques, mais finalement, Mathieu Van Der Poel, il a qu'à rester dans la roue sur les secteurs pavés et prendre l'aspiration. Moi, j'ai encore ces images de l'année dernière où Pogacar, il s'en va tout seul là. Il y a Bisseger Philipsen qui cède, il a déjà pris 20 mètres, et puis Van Der Poel, il enclenche le mode turbo et en 2-3 coups de pédale, il revient dans la roue de Tadej Pogacar. Donc tu parlais de scénario de course. Quand est-ce que Pogacar DAV, lui, doit multiplier les attaques? Chaque secteur pavé, il doit faire comme un monde du Tour des Flandres et accélérer à fond. C'est ça? C'est un peu l'idée. Je pense que Pogacar, il sait pas faire beaucoup d'autres manières la différence. Je pense que notamment, je parlais de ce faux plat montant à la sortie de Mont-Saint-Pével. C'est le genre de bosse dans lequel Pogacar peut mettre un rythme vraiment très très violent. Je doute pas que Van Der Poel est capable de suivre, mais je pense que ça va lui coûter ce genre d'effort répété. Je pense qu'il faut l'harceler, et notamment l'aspect sur lequel j'ai envie de vous poser des questions, c'est sur l'équipe Alpecin. Est-ce qu'elle sera capable d'aider un Van Der Poel, là où au Tour des Flandres, il a vraiment manqué d'équipiers, je trouve. Il s'est retrouvé très vite esselé avec un seulement Dillier qui a très vite lâché. La question, c'est de savoir est-ce que Philipsen sera capable d'accompagner Van Der Poel, et surtout du côté de Pogacar, un Florian Vermeersch, on sait qu'il peut être très très fort sur ce genre de course, et je pense qu'il sera capable d'emmener Pogacar assez loin et après de faire la différence à l'issue de ses efforts répétés. Nico, t'en penses quoi de tout ça, toi? Je pense qu'il y a un facteur qu'il faut prendre en compte, en plus de la forme et du talent des différentes équipes et du talent des coureurs, qu'on n'arrêtera pas de le rappeler, mais c'est deux des meilleurs chasseurs de monuments de l'histoire, c'est la météo. Eh oui, et ça me fait Oui, peur. la pluie. Pour moi aussi. C'est la météo, et Titien, t'es bien passé pour en parler vu que tu vas devoir l'affronter samedi. Il y a un bon pourcentage de chances, c'est pas encore certain, ça arrive. Au moment où on enregistre mercredi soir cette présentation de Paris-Roubaix, donc la météo peut encore changer. Vous savez comment est la météo en avril, hein. Un jour, il peut faire 20 degrés et très beau et avec un pavé très sec, et le lendemain, il peut faire 5 degrés, de la pluie, du froid, du vent. En fonction de la météo, ça peut tout changer, parce que je pense qu'on est assez d'accord, Titien, si on a une météo sèche, comme on a eu ces derniers jours, et qu'elle se prolonge même dans le nord de la France, on aura un pavé sec avec un peu de poussière.
et on risque d'avoir le même scénario à quelques, voilà, il peut y avoir quelques petites modifications, mais on risque d'avoir le même scénario qu'on a eu l'année passée, où il faisait également beau temps. Je pense que Titien, Tout à fait. voilà, je pense qu'on est assez d'accord là-dessus. La grosse variable, c'est s'il fait un temps horrible. Et s'il fait un temps horrible, surtout le jour de la course. Parce que s'il fait beau et que donc il y a de la poussière qui s'accumule avec le vent, voilà, le beau temps et compagnie qui s'accumule sur les pavés, et que le pavé n'a pas eu le temps d'être nettoyé par une pluie avant, et que la pluie tombe ce jour-là, le pavé sera non seulement mouillé, mais glissant à cause de toute la poussière. Puisque s'il y a plusieurs jours de pluie, le pavé, même s'il sera glissant et mauvais, et au moins il sera net. S'il y a la pluie, et en plus qu'il y a de la poussière dessus, voilà, de la boue, des choses comme ça, là ça peut être, ben, on le sait, c'est les Paris-Roubaix les plus spectaculaires, et ça peut être un massacre. Et on n'a pas encore vu Tadej Pogačar sur ce genre de parcours, avec ce genre de temps. On a vu ce que donnait un Pogačar sur du pavé, que ce soit sur le Tour de France, sur des étapes pavées ou par temps sec, on l'a vu l'année passée, et on a dit c'est pas le même pavé que sur le Tour des Flandres. Certains vont me dire oui, mais le Tour des Flandres 2023, il fait un temps horrible et il le gagne. C'est pas les mêmes conditions, c'est pas le même Tadej Pogačar, ça c'est clair, mais c'est pas le même pavé non plus. Et je suis très curieux de voir un Tadej Pogačar affronter des spécialistes du cyclocross ou des monstres qui ont l'habitude de ces courses avec du vent et de la pluie, comme Mats Pedersen, Wout van Aert, Mathieu Van Der Poel ou autres, avec une météo, on va dire, capricieuse et digne de l'enfer du Nord. Et pour moi, ça, c'est un grand changement au niveau de la stratégie, parce que la stratégie qu'a décrit, pour terminer ta question, la stratégie qu'a décrite Melvin, elle n'est valide que si il y avait la météo qu'on a eue ce week-end autour des Flandres, etc. C'est-à-dire 7, 10 degrés, 12 degrés avec un peu de vent qui tourne et effectivement du soleil. La stratégie pourrait être toute différente, et je pense que Titien, tu vas nous en parler, vu que tu connais bien le Paris-Roubaix pour l'avoir roulé dans les courses amateurs. La problématique est tout autre si le pavé est mauvais, glissant avec de la pluie. Ouais, après Melvin, je te laisserai repartir, mais alors, moi, je suis 100% d'accord avec ton scénario, Melvin. Je pense que c'est ce qui est le plus probable, et je pense que c'est l'unique option qu'a Tadej Pogačar. Hein. Il veut cette course, donc moi, j'élimine tout de suite un truc de dire, allez, Florian Vermeer, je pars devant, et puis, non, enfin, c'est trop, même pour lui, c'est trop risqué. Il y a trop le risque que son équipier gagne la course, tout ça. Donc, moi, je crois vraiment que Pogačar, juste, il fera la seule chose qu'il sait faire, mais qu'il sait très bien faire, c'est appuyer très très fort sur les pédales. Dès le secteur d'Aveluy, il essaiera de fatiguer ses adversaires, ainsi de suite, ainsi de suite. Moi, là où j'ai vraiment un doute, honnêtement, météo ou pas, alors ensuite tu parleras de la météo qui renforce encore plus mon gros doute, c'est d'arriver à fatiguer Mathieu Van Der Poel sur du plat. Il lui met, il l'a pas exterminé. Hein. Enfin, finalement, Van Der Poel, tu voyais qu'il était moins fort, mais au sommet du vieux Quarmont, Van Der Poel, il était à 13 secondes et Pogačar, il a bien grimacé pour 7 sortir. secondes. Ouais, voilà. Enfin, il était vraiment pas loin. Donc, à l'usure des monts, et grâce à ses capacités extraordinaires de grimpeur, Tadej Pogačar a fait exploser tout le monde, et vraiment tout le monde. Et Mathieu Van Der Poel, il était pas si loin, il finit à moins de 30 secondes. Donc, il était pas si loin sur un parcours avec du dénivelé. Là, on va pas se le cacher, le dénivelé, il est quasi inexistant. Donc, ils vont tellement vite sur les pavés que je pense même que l'aspiration compte à ce niveau-là sur les pavés. Quand je vois le Mathieu Van Der Poel de l'année dernière qui s'était fait bien, qui torde par Tadej Pogačar sur le ronde, la manière dont il fait péter tout le monde dans la trouée. Après la trouée, il fait une relance. Au moment d'un sortir d'un secteur pavé, il met une attaque monumentale. Pogačar, il a toutes les peines du monde. On se souvient ce moment où Pogačar grimace pour revenir sur Van Der Poel. Et puis, à l'arrivée, finalement, ils ont tous les deux eu une crevaison ou un problème mécanique avec le vélo qui les est arrivé. Pogačar, évidemment, a eu cette chute en plus. À l'arrivée, il y a quand même une 15 d'écart. 1 minute 15. Pogačar, après sa chute, est revenu à quasi 10 secondes de Mathieu Van Der Poel. Et puis ensuite,
il a cédé. Et je pense que malgré tout, la connaissance du terrain d'un Mathieu Van Der Poel qui a mis 3 minutes à la concurrence en 2024, enfin, il est vraiment chez lui sur ce terrain. Il va falloir se creuser les méninges pour Pogacar pour gagner. Pour moi, effectivement, Melvin, je suis assez d'accord. La tactique de Poggi, c'est de faire le plus. Je pense même pas qu'il se dit qu'il est capable de lâcher Mathieu Van Der Poel sur le plat, sur les pavés. Pour moi, ça me paraît fou. Par contre, je me dis qu'effectivement, il faut rentrer pour Pogacar dans une course la plus endurante possible pour avoir une chance de taper Mathieu Van Der Poel sur le Vélodrome. Évidemment, après, avec toutes les crevaisons qu'il peut y avoir, les chutes sur Roubaix, etc. Donc voilà, moi c'est un peu le scénario que je vois. Et s'il pleut, j'ai très très peur pour Tadej Pogacar. Parce que l'année dernière, alors, il volait dans les secteurs pavés, il prenait les virages, mais avec tellement de risques et avec beaucoup moins de maîtrise que Van Der Poel. Tu vois que Van Der Poel, il a les bonnes trajectoires, il a les mains au bon du guidon. Pogacar, il est juste trop fort, mais il roulait comme un cyclotouriste avec les mains sur les cocottes. Il prenait les virages à fond sur les secteurs pavés, mais ça, s'ils sont mouillés, mais il va se gameler puissance 10 000. Donc, on a bien vu qu'un Mathieu Van Der Poel en 2021, complètement hors de forme, qui sortait de sa chute, où il avait loupé la planche là sur les JO de VTT. Ouais, c'est ça, sur les JO de VTT, oui. Exactement. Qui était arrivé hors de forme dans des conditions exécrables. Il avait quand même fini 3e. Il avait été très très fort. Il avait quasi roulé tout seul une bonne partie de la course avec Colbrelli qui lui avait sucé la roue. Donc, il est vraiment fait pour cette course. Et si la course est en plus rendue dure par des qualités de crossman qu'il faut faire ressortir sur le pavé, moi ça me paraît quand même compliqué. Donc pour moi on est plutôt sur un 60-40 au niveau de Mathieu Van Der Poel, pour Mathieu Van Der Poel, plutôt même un 50-50 avec Pogacar, parce que tout simplement le Slovène, il y a un truc qu'il sait bien faire, c'est grimper plus vite que tout le monde, où là c'est vraiment son arme fatale, et je trouve il l'aura pas ici. Donc mais Melvin, je vais te laisser me dire par exemple si t'es pas d'accord, hein. Non, je partage complètement ton avis, surtout que Van Der Poel il nous a quand même vachement rassurés. Je me rappelle, dans notre preview sur le Tour des Flandres, on avait quand même très très peur. Moi, je trouve qu'il a proposé une performance d'un niveau très 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 élevé. Quand on a vu là où Pogacar a dû aller dans ses ressources pour le distancer, c'est la preuve qu'il est en super forme. Sur un parcours où il est encore meilleur, et je pense qu'il va quand même réussir à gagner. Après, je suis sûr que Pogacar va absolument tout donner. La différence pour Pogacar, c'est peut-être cet aspect de confiance. Oui, tu voulais dire quelque chose ? Non, je disais ça, c'est sûr, c'est qu'il va tout donner, hein, il va jusqu'au bout. Oui, je pense qu'il a cet aspect de confiance. Son Milan-San Remo va changer beaucoup de choses dans sa manière d'aborder Paris-Roubaix. Je pense qu'il arrive avec une confiance qu'il n'a presque jamais eue. Là, il est en pleine confiance et il est vraiment déterminé à réaliser son objectif. Je pense que ça peut vraiment compter, ne serait-ce que dans la prise de risque. Je pense que n'importe quel autre coureur qui joue le Tour de France ne prendrait pas de risque sur ce Paris-Roubaix-là, mais on sait qu'il veut gagner à tout prix Paris-Roubaix, donc il va prendre tous les risques qu'il faudra. Et là où peut-être qu'on peut se questionner sur la météo, on sait qu'un Pogacar aime bien quand les conditions sont difficiles, ça va rendre la course encore plus dure pour les organismes. Est-ce que c'est quelque chose qui va lui permettre de faire une différence sur un Van Der Poel ? J'en suis pas sûr, mais c'est à voir. Ça joue pas, Melvin, cet argument, parce qu'en fait, Tadej Pogacar a cet avantage sur des coureurs de grand tour qui, en général, aiment bien la chaleur, comme un Vingegaard, par exemple, ou des choses comme ça. Le problème, c'est que les coureurs de classique, ils sont faits pour ces conditions-là. Tu prends un Mats Pedersen, il adore les conditions gargantuesques avec du froid et de la pluie. Wout van Aert et Mathieu Van Der Poel, c'est des spécialistes du cyclocross, donc eux, quand il fait froid, qu'il y a de la neige, qu'il y a de la boue, ils adorent ça. Ils adorent ça depuis qu'ils ont 10 ans. Donc, cet argument fonctionne sur le petit avantage de Pogacar avec des conditions horribles, fonctionne sur un Tour de France ou sur un Giro à la rigueur. Mais face à des spécialistes de classique, en fait, avec son physique relativement frêle par rapport aux autres, son manque, entre guillemets, technique d'expérience. C'est un très bon technicien, Tadej Pogacar, on n'est pas en train de dire ça, mais comme l'a dit Titien, voilà, il est forcément moins fort que des spécialistes du cyclocross dans ce domaine-là. Ça le désavantage. Donc, voilà, c'était aussi par rapport au scénario. Oui. Je suis d'accord sur le fait que ça donne pas d'avantage à Pogacar, mais par contre, là où j'imagine une différence qui peut se faire, c'est que ça va monter le niveau de difficulté pour l'ensemble des coureurs. Et là-dessus, c'est quelque chose qui peut être un avantage en soi pour Pogacar. Le fait que, imaginons, on se retrouve avec une course beaucoup plus débridée, encore plus, où Van Der Poel va passer un max de relais avec Pogacar. Est-ce qu'il va pas se fatiguer un peu plus ? Je sais pas. Je suis d'accord sur le fait que ça donne pas un avantage à Pogacar, mais ça va quand même rendre la course difficile et peut-être
permettre des craquantes en fin de course. Nico, du coup, tu avais commencé à en parler, t'as pas vraiment fini de donner ton pronostic si on part sur un duel Pogacar-Van Der Poel. Est-ce que, du coup, pour toi, Tadej Pogacar, je dis pas peu parce qu'il peut y arriver, mais est-ce qu'il a de grandes chances d'arriver à gagner Roubaix ou c'est pas vraiment le scénario que tu vois? Le seul scénario dans lequel Pogacar, on est d'accord, on met les chutes et les problèmes mécaniques de Oui, oui, côté. oui, bah ça peut Bien arriver à sûr. tout le monde, ça. Voilà. Oui, bien sûr, voilà, parce qu'évidemment, Pogacar pourrait gagner Roubaix si Mathieu Van Der Poel ou d'autres candidats, dont on parlera après, ont des soucis. Donc voilà, mais on va dire à 100%, le seul moyen, c'est qu'il faut absolument que Pogacar s'accroche. Parce que comme je t'ai dit, comme on l'a dit Titien, je pense que Mathieu Van Der Poel aurait. Moi, je pense que Mathieu Van Der Poel a tout intérêt, au vu de sa confiance et de ce qu'on a vu de ses derniers sprints depuis sa chute sur San Remo. Mathieu Van Der Poel aurait tout intérêt à terminer tout seul, parce que dans le contexte actuel, je suis pas sûr qu'un sprint à 2 ou à 3 ou sur un vélodrome, je suis pas certain que Mathieu Van Der Poel le remporte à chaque fois, comme ça pouvait être le cas par exemple les autres années. Donc Mathieu Van Der Poel pour moi aurait tout intérêt, partant sec ou partant mouillé d'ailleurs, à se débarrasser de Tadej Pogacar, parce que mon pronostic c'est que si Pogacar s'accroche à Mathieu Van Der Poel et qu'on termine sur un duel sur le vélodrome, je vois bien Pogacar remporter le sprint à 2 cette année. Je ne parle pas forcément d'un contexte de l'année passée ou comme ça. Mais Mathieu Van Der Poel aurait tout intérêt à terminer tout seul. Ouais, ouais, bah après, pour moi, un sprint à deux, je donne mine de rien l'avantage à Van Der Poel, hein. Il sort quand même des sprints monstrueux. Quand ils se sont retrouvés sur des sprints à deux, Mais t'as une pas cette image. année avec son poignet. À voir, à voir, à voir. Bon, franchement, là, le poignet, Est-ce qu'il a gagné un sprint depuis sa chute? non. En même temps, depuis sa chute, il a Oui, juste. non, mais Il c'est était bien tout le seul. problème. C'est bien le problème. Il a à C'est chaque bien fois le gagné quand il était problème. tout seul ou comme ça. Moi, je pense vraiment que Mathieu Van Der Poel est monstrueux. Et à 100%, c'est évidemment un coureur plus puissant et un meilleur sprinter que Tadej Pogacar. Au bout de 258 km sur des pavés, vu l'état de son poignet, qui est certes en très bon état, on l'a vu sur le Tour des Flandres, mais quand il faut mettre le 100% de toute la puissance et de la tension sur le guidon, face à un Tadej Pogacar qui a justement cet avantage d'avoir ces qualités de récupération et d'endurance, bien malin qui pourrait me dire que Tadej Pogacar est sûr de perdre face à Mathieu Van Der Poel. Moi, c'est vraiment le scénario dans lequel je vois gagner Pogacar, c'est il peut éventuellement l'aligner au bout de 258 km sur le vélodrome de Roubaix. Oui, je pense qu'on est tous les trois, puisque Melvin, t'étais aussi parti sur ce scénario. Je pense qu'on est à peu près tous les trois d'accord. Moi, je vois aucun des deux capable de lâcher l'autre sur ce parcours finalement. Oui. À la pédale, en tout cas. Enfin, je vois pas Pogacar capable de lâcher Van Der Poel et je vois pas non plus Van Der Poel. Il faudrait vraiment que Genre se soit trempé, que Pogacar soit un peu arrêté dans les virages, mais voilà, il faudrait vraiment que le parcours soit ultra technique pour que Van Der Poel lâche Pogacar. Mais sinon, à la pédale, je pense que les deux sont incapables de se lâcher sans fait de course. En fait, c'est trop plat. Et le seul truc que je vois quand même au désavantage de Pogacar, c'est qu'il va prendre le vent. C'est-à-dire que c'est lui qui a la pression de mine de rien, hein. Enfin, sur un sprint à deux jusqu'à maintenant, Pogacar, il a perdu les Flandres, il a perdu Roubaix l'année dernière, donc il a plus de fois perdu contre Van Der Poel qu'il n'a gagné. Donc malgré tout, je pense que c'est lui, il doit se rassurer. Enfin, Pogacar sera quand même également rassuré s'il arrive tout seul sur le vélodrome. Donc pour moi, c'est lui qui va enclencher la course tout le temps et c'est lui qui va prendre le plus de vent. Et je pense que ça lui a coûté l'année dernière parce qu'à un moment, il n'est pas loin de rentrer sur Van Der Poel après son accident. Et puis finalement, on voit qu'il a plus vraiment, vraiment, vraiment l'énergie, quoi. Donc ça peut lui être en sa défaveur, mais Melvin, t'es d'accord aussi, on a du mal à voir un des deux à la pédale lâcher l'autre. Non, non, je vois vraiment les deux à peu près au même niveau. Par contre, sur l'aspect vent, il faudra regarder est-ce qu'un fort vent de dos peut aider Pogacar ou pas. Faut qu'on regarde Ouais. plus en précision à la veille de dimanche. Tout à fait. Alors pour l'instant, le vent dimanche est annoncé de quoi? C'est du vent c'est du vent de sud-ouest. Donc a priori sur le Ouais, plutôt sur le retour, il sera de dos. oui, Voilà. Donc ça, justement voilà. Ça, ça comme les autres l'empêchera pas années en fait. d'attaquer en tout cas. On parlait des équipes et Melvin avait commencé à en parler. Alors effectivement, l'équipe Alpecin, c'était quand même pas grandiose auprès de Mathieu Van Der Poel. J'ai envie de dire qu'il va récupérer Jasper Philipsen, hein, qui a déjà fait deuxième de cette course il a fait deuxième de cette course en 2023. Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est quand même quelqu'un qui aime Paris-Roubaix.
Il va retrouver Tibor Del Grosso, hein, qui a pas fait non plus le tour des Flandres. Il y aura quand même du Plancard. Donc, j'ai l'impression que l'équipe sera quand même un petit peu plus consistante auprès de Mathieu Van Der Poel. Chez UAE, bah voilà, ce sera Nils Politt et et Florian Vermeersch, les deux lieutenants. Donc, j'ai envie de dire que peut-être que ça se vaut, même si Florian Vermeersch m'a l'air vraiment très très costaud. Mais après, Nico, j'ai envie de dire finalement, Pogacar, je pense qu'il va déclencher de très loin. Est-ce que après la trouée d'Arenberg, il restera encore finalement des équipiers pour les deux stars, ou finalement ils auront déjà fait exploser leurs propres équipiers? Ah, il lui restera Florian, peut-être. Oui, Il y a peut-être. ouais, sur son niveau, mais je pense que pour les deux, il restera un coéquipier au maximum. Peut-être Jasper Philipsen ou un Tibor Del Grosso, un des deux, peut-être pour Mathieu Van Der Poel, et un Florian Vermeersch pour Pogacar. Au final, c'est vrai que ça s'équilibre assez. Melvin, pour toi aussi, ça va être finalement les équipes auront un vrai impact ou un impact assez limité? Ouais, j'attends de voir notamment Del Grosso. Je sais pas si tu as l'information de sa participation. Si, 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 c'est Moi, prévu. Il était pas c'est prévu sur le officiel. Tour des Ok. Flandres parce qu'il a fait la NXT la veille, qu'il a d'ailleurs gagné, hein, Oui, Melvin. Voilà. Donc il est en forme, Tibor Del Grosso. Il avait été très bon aussi à Denain. Donc voilà, il sera présent. Après 250 bornes de Roubaix, c'est pas pareil, quoi. Mais Et oui, je rejoins sur le fait que les équipes devraient se rééquilibrer un petit peu par rapport au Tour des Flandres et je pense qu'ils vont se retrouver quand même assez rapidement seuls avec 3-4 autres coureurs dont on risque de parler bientôt. justement, parce que depuis tout à l'heure, on parle de ce duel, forcément, c'est difficile d'imaginer un autre vainqueur. Ils paraissent loin quand même, les Paris-Roubaix. On se disait, il y a une grosse échappée matinale qui peut aller très très loin dans la course, hein. Moi, j'ai l'impression que l'échappée matinale, aujourd'hui, elle peut aller jusqu'à Arenberg et ensuite c'est compliqué. Nico, il y a quand même des outsiders sur cette course. Il y a quand même des mecs l'année dernière ou les années d'avant qui sont allés bien bien loin dans la course. Est-ce que je sais pas, je pense à des Van Aert, à des Pedersen, à des Filippo Ganna en forme. Est-ce qu'il y a un de ces coureurs où tu te dis, ah, lui, il peut aller très très loin, voir jusqu'à jouer la gagne face au duo? J'ai peur. J'ai peur de dire son nom pour lui porter la malchance parce que ça m'embêterait. Mais ah là là, Wood Van Aert. Mais il faut qu'il la gagne un jour. C'est pas possible. Il a eu tellement de malchance et quand on n'a pas de chance sur Paris-Roubaix, ben voilà, c'est pas facile. J'espère tellement que Wood Van Aert va réussir à, vu la forme qu'il a actuellement, vu ce qu'il nous a montré, avec une course qui correspond parfaitement à ses qualités actuelles, c'est-à-dire d'endurance, de capable d'encaisser. Il a retrouvé un peu de confiance malgré lui, malgré les résultats, voilà. Euh, Si Wood Van Aert n'est pas Poissard, je sais que c'est difficile à entendre comme phrase, mais parce qu'on adore Wood Van Aert, mais si Wood Van Aert n'est pas Poissard, je le vois très très fort et revanchard. Il a une revanche à prendre sur l'histoire, Wood Van Aert. Et on peut se dire, oui, mais la présence de Mathieu Van Der Poel et Pogacar rend quasi nul ses chances de victoire. Oui, alors ce ne sera pas le grand favori. Mais si Wout van Aert n'est pas Poissard, il a une revanche sur l'histoire et il aura peut-être d'autres occasions dans sa carrière. En tout cas, on lui souhaite de remporter soit les Flandres, soit Roubaix. Mais sur la forme actuelle, il n'y a rien à dire. Wout van Aert sera présent si les conditions le permettent. Et encore plus, je pense, si les conditions météo se dégradent. On a vu Christophe Laporte très fort. Je pense que Christophe Laporte sera d'un secours très précieux sur cette course-là. Il aura une équipe Visma qui, mine de rien, a montré depuis le début de la saison des classiques qu'elle était très forte. Avec Christophe Laporte en premier lieutenant, mais il y en aura d'autres, hein, des très bons coureurs, des Hagenès, etc., etc. Je crois très fort en Wout van Aert, mais j'ai peur de le dire à haute voix, Titien. Bon, très bien. Moi, je vais laisser Melvin dire son avis après. Moi, juste, j'y crois pas parce que il va être là, mais il va lâcher au moment de l'attaque décisive parce que ce Van Aert là, c'est comme l'année dernière, il a pas ce punch et Pogacar va puncher dans les secteurs pavés. Je pense que Van Aert va lisser son effort qui fait très bien, mais que du coup, au bout d'un moment, il sera plus avec le duo et que même s'il est très fort, bah, ce sera trop tard pour lui. Il fera encore à l'endurance une super place, mais je vois un petit peu comme l'an dernier pour Wout van Aert. Je sais pas ce que t'en penses toi, Melvin. Ouais, il y a deux coureurs pour moi qui sont un peu dans la même situation. Il y a Pedersen aussi qu'il faut vraiment pas oublier. Chaque année, il est tellement fort sur Paris-Roubaix et malheureusement, il lui arrive quelque chose. L'année dernière, j'y croyais, mais
tellement fort. Pourquoi pas pour être le troisième homme? Mais cette année, on sait qu'il revient de blessure. Je suis très curieux de voir si les deux vont se retrouver à peu près au même niveau. On a vu un Pedersen un peu moins fort que Van Aert dans les monts flandriens, mais est-ce que là, il sera capable d'être avec lui? Et à la place de Remco, est-ce qu'on aura Filippo Ganna? Est-ce que ces trois coureurs qui sont quand même redoutables pour se passer des relais sur le plat pourraient rentrer sur un duo qui se regarde un peu devant? Mais bon, on connaît les deux de devant, ils vont certainement pas se regarder. Alors, Pedersen, Nico, je sais pas ce que t'en penses. Moi, c'est pareil, hein, il a quand même été lâché par Van Aert. Il a subi la distance du Tour des Flandres. Et là, je pense que c'est pareil. Il sera sûrement top 10, mais compliqué de l'imaginer avec ce manque de caisse jusqu'au bout suivre un rythme infernal imprimé par les deux fous furieux, quoi. Ouais, après, il a un avantage, Mats Pedersen, mais malheureusement, contre Pogacar et Van Der Poel, c'est un peu compliqué. Il a un avantage, c'est que pour moi, c'est celui qui a la plus grosse équipe. En tout cas, l'une des plus grosses équipes pour l'aider. Il y a du Söderqvist, il y a Northgard, il y a Max Wildscheid, il y a Matthias Vacek. C'est que des énormes rouleurs qui seront totalement à son service. La grande question de Mats Pedersen, c'est que Mats Pedersen à 100%, ça joue la victoire sur Paris-Roubaix tous les jours. La grande question, et on a pu le voir par rapport à sa forme sur le Tour des Flandres, c'est que Pedersen est revenu de blessure, mais est-ce qu'il est à 100%? Pour moi, non. Il est à 85-90% de sa forme. On est d'accord, Titien, Mats Pedersen, aussi fort et talentueux soit-il, s'il n'est pas à 100% de ses moyens, ne peut pas battre Tadej Pogacar et Van Der Poel, en tout cas, pas ces versions de Tadej Pogacar et de Van Der Poel sur le Tour de Paris-Roubaix. Bah, tu m'aurais dit que Pogacar était pas sur la course, j'aurais dit que tout était possible. On sait qu'il va attaquer on dans sait chaque qu'il va secteur. attaquer, Ouais. En fait, c'est ça. Et comme il n'y a pas de montée, il va être obligé de déclencher et de jouer la course d'endurance à fond, et il va déclencher de très très loin. Et par rapport à Pedersen qui manque de caisse, Pedersen il va suivre jusqu'à un certain moment, mais à un moment, comme ça a été au cas au Tour de Flandre, tu vois, il a pas suivi Wout van Aert à la fin, il lui a manqué quelque chose, donc j'ai un petit peu peur pour lui. Et puis le dernier coureur, et après il y aura pas mal de fire bullets, moi dont je voulais vous parler, c'est quand même Filippo Ganna. Alors Filippo Ganna, ça devient un petit peu un mythe, hein, Paris-Roubaix. Finalement, c'est en 2023 qu'il y fait son meilleur résultat. Il finit dans le top 10. Filippo Ganna était dans ce groupe là avec Kung, avec Pedersen, etc., qui allait se jouer une super place. C'est bien ça. Il est sixième. Ouais, voilà, c'est 2023. 2024, il me semble qu'il n'est pas du tout dans. Je sais même pas s'il participe. Et l'année dernière. Pas à la course. Oui, voilà. Et l'année dernière, on l'attend comme un outsider, Filippo Ganna, mais cramé de son Tirreno, de son Milan-San Remo et même de son Tour des Flandres. Il n'existe absolument pas sur Paris-Roubaix. Cette année, on l'a vu très très timide, alors écrasant sur le chrono de Tirreno Adriatico, complètement à la rue en tout cas, pas du tout au même niveau que l'année dernière sur Milan-San Remo. Mais à travers la Flandre, le voilà, le retour de Filippo Ganna, hyper puissant en fin de course, qui vient taper Wout van Aert. Il va arriver frais, puisque voilà, contrairement à l'an dernier, il fait pas l'erreur, il n'y avait aucune chance sur le Tour des Flandres, il l'a pas fait. Est-ce que Filippo Ganna peut jouer quelque chose sur Paris-Roubaix? Voilà, il a finalement peu de références, c'est tout plat, donc ça lui va très bien. C'est pas le coureur le plus technique. Je sais pas ce que tu en penses, Nico. Moi, à la fois, tu vois, j'ai envie de m'enflammer sur un Filippo Ganna et en même temps, je suis assez prudent sur un Paris-Roubaix pour lui. Filippo Ganna va jouer le rôle de Remco Evenepoel Ok. sur le Tour des Flandres. Ça veut dire qu'en gros, il va être, voilà, il a vraiment ce profil. Pour moi, physiquement, il est bâti pour être un Flandrien, pas sur le Tour des Flandres, mais sur les courses plates, c'est-à-dire comme dont la reine de ça, c'est évidemment le Paris-Roubaix. Il a vraiment ce physique parfait pour Paris-Roubaix. Il en a fait un énorme objectif, son dernier objectif du début de saison. Après, on le retrouvera sur le Giro et le Tour de France, mais plus comme coéquipier et comme chasseur d'étapes sur des contre-la-montre. Filippo Ganna, pour moi, aura vraiment ce rôle à la Remco Evenepoel, c'est-à-dire d'être en chasse-patate. Ça veut dire peut-être décrocher sur les secteurs pavés, mais tellement une machine à rouler et très en forme, comme tu l'as dit, frais en ce moment, qu'il peut revenir et combler des écarts sur les parties plus roulantes. Et donc, d'avoir ce rôle à la Remco, va-t-il avoir plus de succès que Remco dans son entreprise? C'est une chose, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il connaît bien Paris-Roubaix, c'est pas la première fois qu'il y vient. Et deuxième chose, il connaît bien Mathieu Van Der Poel et Tadej Pogacar pour avoir roulé souvent avec eux sur des classiques comme Milan-San Remo. Donc on y croit quand même assez fort, Filippo Ganna, et moi je le vois bien dans le top 5 quand même. Melvin, un peu la même vision.
Ouais, pour moi, c'était vraiment comme ça que je l'ai introduit, un peu comme le troisième homme à la Remco, avec un peu d'incertitude. Mais là, sur une course comme Paris-Roubaix, je le vois bien être avec Van Aert et Pedersen. Franchement, on en a beau dire qu'il a triché à travers la Flandre, il était quand même monstrueux sur cette course-là. Et ça me rassure finalement qu'il n'ait pas été si fort que ça sur Tirreno et Milan-San Remo. Ça veut dire qu'il a peut-être enfin appris des erreurs des années passées où il ratait complètement son pic de forme sur Roubaix. Je pense que là, il va vraiment être parmi les meilleurs coureurs. Je pense que la météo peut être un aspect qui va le désavantager si jamais il pleut. Mais physiquement, moi, j'y crois vraiment pour cette année. Très bien. On a à peu près fait le tour. Ça vous va si on passe à la dernière partie sur les Fire Bullets? Oui. Oui. Alors allons-y, j'ai pas mal de coureurs. Premièrement, Jonathan Milan sera dans l'échappée matinale. Non. Pourquoi? C'est la question. Pourquoi est-ce que Milan serait Peut-être dans parce que l'échappée c'est la matinale? seule manière d'exister pour lui. Non, il sera autour de Pedersen pour moi. Concentré. Et il essayera de le placer avant la trouée. Peut-être Très qu'ils bien. envoient. Non, ils pourraient l'envoyer lui. Peut-être qu'ils envoient Soren Kragh Andersen ou Söderqvist dans l'échappée. Donc, en tout cas, ils ont du monde à envoyer, Lidl Trek. Hein. Moi, pour moi, il faut qu'ils jouent offensive. Donc, ça, c'est vrai que ça fait partie de ta question. Pour moi, la Lidl Trek aurait tout intérêt à jouer offensif avec Mats Pedersen qui se cale dans la roue de Mathieu et de Tadej. Très bien. Le line-up de la Red Bull, c'est Laurens Pitty, Gianni Vermeersch, Tim Van Dijk, Mick Van Dijk, Jordi Meus. Jordi Meus, ce sera le meilleur des Red Bull à l'arrivée dans le top 10. Non. Il a déjà Ah, fait, hein. moi, j'y crois bien à Meus cette année. Puis fond de top 10, mais oui, ce sera le meilleur. Pour moi, c'est pas la meilleure carte de Red Bull. Hein. Il peut être très bon, Jordi Meus, mais pour moi, Tim Van Dijk et Gianni Vermeersch sont des meilleures cartes. Alors, j'en ai une autre. Parmi Laurens Pitty, Gianni Vermeersch, Tim Van Dijk, Mick Van Dijk et Jordi Meus, ils seront au moins 4 dans le top 20. Allez, oui, 3. j'y crois, j'y crois. Pas 4, 3. J'en vois 4 3 dans le sauf top 20. Pity. Bon. Pity sera pas là. Ah, ok. Bon, moi, je dis aussi, il y en aura 4 dans le top 20. Jasper Stuyven, les gars, il sera également dans le top 10. Oui. Ah oui, Jasper Stuyven, il est bien, il est bon en ce début de saison malgré son âge. Ça lui correspond très bien. Paris-Roubaix. Un top 10 pour Jasper. Ouais, complètement d'accord, Steven. Bon, il va falloir trouver des places pour tous les coureurs dans le top 10, mais oui, Steven y sera. Ah bah ça, effectivement, il va falloir trouver de la place. Qui est-ce que j'avais après? Ah bah oui les gars, attendez, Danoule, il va Oui. finir top 5, il va anticiper, il va peut-être mettre dans l'échappée, une échappée qui part avant les favoris, et un peu à la manière de Jonas Ruk, je crois qu'il a fait 6 ou 7e l'année Oui. dernière, il va finir voilà, dans le top 5 à l'arrivée. Moi, je le vois sixième derrière les 5 fantastiques qu'on a À la présentés, qui pédale? terminera. Non, en anticipant, je Ok. sais pas exactement quand, mais je le vois bien terminer dans la roue de Pedersen, Ghana et Van Aert, mais avec ses qualités de sprinter assez médiocres, terminer dernier du groupe. Ouais, pas top 5 pour moi, Danoule. Je suis curieux de voir sa course. Enfin, je suis curieux de voir la course des décathlons. Je sais pas si tu as une fire boulette là-dessus, mais je suis curieux de voir la course des décathlons. Eux aussi ont tout intérêt avec les coureurs qu'ils ont, Bisseguer, Oliver Nelson, Danoule, à anticiper et justement à se retrouver avec les favoris dans le final et essayer de s'accrocher au maximum. Eh oui, tout à fait. Alex Segart, il Oui, a également ses j'attendais. chances de faire un top 10, lui. Ah oui, Segart dans les gros favoris, parmi les premiers pour moi, entre 5 et 10 sur Paris-Roubaix. Alex Segert va courir pour faire un top 10. On espère que ça se passera bien. En tout cas, il fait un magnifique début de saison. Il a vraiment le physique de Paris-Roubaix. Très curieux de voir Alex Segert sur Paris-Roubaix avec des super champions. Si la course tourne à son avantage, il peut être très bien placé à la fin. Le meilleur loto intermarché, ce sera un crossman, ce sera Toon Arts. Pourquoi pas? J'attends de voir le reste de la composition, mais Oui, oui. pareil, c'est un peu compliqué. Écoutez, après, on verra, mais je crois qu'il a fait 30e hein, du Tour des Flandres, ce qui est plutôt pas mal. Encore une fois, enfin, j'ai envie de dire, à la fois, c'est trop bien, c'est bien pour lui, et malheureusement, notre meilleur français, il sera top 10, ce sera Christophe Laporte.
Allez, oui, je pars sur Christophe Laporte, mais attention aussi à Axel Huyn, qui est vraiment monstrueux depuis le début de saison, donc ça va se taper, mais peut-être pas dans le top 10. Je le vois entre 10 et 15, Christophe. Ouais, j'allais dire top 15 pour moi aussi. Christophe, il va devoir beaucoup travailler Ouais, pour il va Van Aert. travailler un moment. Et il faudra voir comment ça se passe. Après, il peut profiter du jeu que si Van Aert est bien placé à l'avant, il peut profiter dans la fin de course de sucer les roues des coureurs qui justement vont se battre pour le top 10 et donc de les aligner sur le vélodrome à Roubaix. À voir comment il aura enchaîné. Mais ouais, pour l'instant, Christophe Laporte fait un bon début de saison, donc c'est à signaler. Et on espère un top 10 pour lui, mais ça va totalement dépendre du scénario de course pour Christophe. Pour le coup, c'est pas son niveau intrinsèque, ça va plutôt être par rapport au scénario et le rôle qui lui sera demandé. Casper Asgreen qui avait annoncé juste avant le Tour des Flandres qu'il se sentait pourquoi pas capable de battre les deux monstres Pogacar et Van Der Poel. Cette fois-ci, il va redescendre un petit peu d'un niveau et il va prendre l'échappée matinale. Non, il a trop d'ego pour prendre l'échappée matinale, j'y crois pas du tout. Faudra voir. Honnêtement, possible. Mais de nouveau, ça dépend s'il y a une grosse échappée avec des gros noms, peut-être qu'il arrive à se glisser dedans. Si pas trop, non, effectivement, il sera pas. Très bien, bah écoutez, on le laissera avec son ego finir dans ce cas une anonyme 30, 35e place. Mats Pedersen, ce sera pas le meilleur Lidl Trek à l'arrivée, ce sera Max Walscheid qui a déjà fait plusieurs top 10 sur Paris-Roubaix. Alors là, pas du tout d'accord. Pour moi, c'est largement Pedersen et moi, je le vois, pourquoi pas podium, Mats. Oh, Donc, ok. pas d'accord. Pour moi, s'il y a une surprise chez Lidl Trek, ce sera Söderqvist. Mais sinon, Pedersen va être le leader et va se battre pour le top 5, la victoire, le podium, enfin tout ce que vous voulez. Ouais, Söderqvist, pour l'instant, la campagne de classique, c'est des DNF, hein, et une 53e place sur Justement, Game. Donc là, ce serait justement, c'est la de chez surprise. surprise. C'est la surprise du chef. Ah oui, oui. Tout à fait. Les Rockets, ils vont quand même mettre quelqu'un dans le top 15, non? Ou c'est trop dur? Il y a du Kopecky, il y a du Kubic. Kubic, il m'a vachement déçu sur les Il est en galère, hein. dernières sorties. Mais Mathias Kopecky, il est très prometteur, mais non, je pense qu'il, ne serait-ce que, je sais pas, sur le matériel et sur la connaissance du parcours, je pense qu'il va en manquer un peu cette année. Alors moi, en soutien à Matt, je dis non. Très bien. Soren Varenschol, il a déjà fait top 10 de Paris-Roubaix cette année également, il sera dans le top 10. Non. Non, je pense que le leader, ce sera Abrahamson. Mais Ok. Mais pas assez à droit pour moi, Abrahamsen. ouais, justement, c'est un peu le problème de Uno X. Moi, je vois Varenschol dans le top 10. John Degenkolb. L'homme de Paris-Roubaix. Il faut qu'il prenne l'échappée matinale, le John. Oh oui. Il y a beaucoup de concurrence dans cette équipe pour prendre l'échappée. Oui. Alors peut-être que il y en a un qui a le niveau de prendre l'échappée. C'est ça la première question à se poser, hein, parce que entre les Renard Aquin, les Bister Boss ou les Markel, déjà à mon avis, est-ce que John Degenkolb qui prendrait l'échappée, c'est pas la meilleure occasion de faire un top 20 à l'arrivée? Je ne sais pas. Alors, on annonce Pavel Bittner. Bon, bah je suis assez. Je suis assez circonspect. Joshua Tarling, ça fait quand même longtemps qu'il attend sur cette course. Est-ce que lui aussi il pourrait briller avec un top 10 comme Filippo Ganna? Moi, j'y crois pas. Je pense qu'il sera très bon et qu'il sera bien en bon soutien pour Ghana, mais pas de top 10. J'ai déjà mis trop de monde. Il va protéger, vu son physique, vu le physique de géant de Ghana, un des seuls coureurs qui peut le protéger, c'est Tarling. Donc il sera au service de Ghana et forcément, il va lui en manquer en fin de course. Donc non, malheureusement. Et enfin, vous allez dire que je suis méchant, mais il n'y aura aucun Groupama FDJ dans les 25 premiers. Moi, j'ai dit Axel Huyn, top 20. Ah, c'est vrai qu'il est pas mal le petit Axel Luens depuis le début de l'année, hein. Il m'impressionne vraiment. C'est vrai. T'as dit 25. Ouais, il fait un top 25. Il fait genre 22, 23 Axel Huyn en s'arrachant. Très Allez. bien. J'en ai une dernière pour toi. Bon, allez, vas-y. Hein. C'est le feu T'as pas dit d'artifice. une dernière. Je pense que Dylan Van Barle va être particulièrement motivé à prendre la route Tadej Pogacar au vu de ce qui s'est passé ce week-end. Il va essayer de le faire tomber. Je pense que Dylan, il a une mission. La mission, c'est je ne me ferai pas battre par Tadej. Ceux qui ont vu les réseaux sociaux savent pourquoi. Ouais, Oui. tout à fait. Un dernier mot peut-être sur Mohoric. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous le lance comme ça. Est-ce que vous le voyez? Il a fait quand même un super Tour des Flandres. Est-ce que top 10 aussi Oh bah il a fait sa course de l'année. Maintenant, il va pouvoir retourner dans le formol, hein, comme il fait toujours une petite course où
où il brille chaque année, et puis après, il se passe plus grand-chose. Donc, franchement, j'y crois pas des masses. Mais voilà. J'entends. Moi, je le vois bien 12 ou 13. Il n'y a pas de descente, ouais. donc c'est pas pour Mohoric. C'est vrai, c'est vrai. Et bah écoutez, on va voir ça, on va voir comment évoluent les conditions météo. Si moi je peux vous dire que j'ai un peu les miquettes là pour la, surtout que samedi apparemment c'est la pire journée, mais en tout cas si samedi il pleut toute la journée et que les températures montent pas trop, ouais j'ai les chaussettes, alors s'il fait froid je mettrai peut-être des chaussettes un petit peu plus renforcées, mais écoutez je ferai des stories sur Radio Fringale et puis dimanche je serai au bord du parcours également. Je crois qu'il y aura Lolo qui sera aussi dans le coin, on essaiera de faire vivre ça sur les réseaux sociaux. Dernière chose avant qu'on se quitte, les gars, donnez-moi, et on va commencer par Melvin, votre podium de Paris-Roubaix 2026. Pogacar au sprint devant Van Der Poel et un peu plus loin qui règle le sprint des autres coureurs, Mats Pedersen. Alors, j'ai un joker, Titien. Est-ce que je peux avoir un joker ou pas? Bah non, mais il faut se... Alors là, Nico, il faut se mouiller. Alors, mais je me mouille. Alors, partant sec. Non. si, parce que j'ai quand même un pronostic de début de saison à maintenir. Donc, partant sec, Tadej Pogacar remporte Paris-Roubaix devant Mathieu Van Der Poel et Mats Pedersen, j'ai le même. Ah ben, parfait. Partant mouillé, quand même, s'il fait un temps horrible, Wout van Aert remporte Paris-Roubaix devant Mathieu Van Der Poel et Mats Pedersen. Partant mouillé, Wout van Aert remporte Paris-Roubaix. Et Pogacar à l'hôpital? Pogacar, il termine pas la course. Moi, j'ai aussi très peur quand je vois ces virages l'année dernière d'une trop grosse prise de risque sur le mouillé. Franchement, il prenait tellement des trucs des virages à la limite. C'était, alors, et ça passait, hein, mais tu disais si un chouïa de mouillé et ça part au tapis. J'ai un petit peu peur pour Tadej Pogacar. Mon prono, ce sera Mathieu Van Der Poel devant Mats Pedersen et Wout van Aert. Voilà. Donc tu vois Mats Pedersen deuxième. Ouais. Non, mais du coup, je reste sur les conditions. On est mercredi soir. Je regarde les conditions météo. Je vois de la pluie, même si ça, c'est peut-être pas c'est pas Paris-Roubaix 2002 ou Paris-Roubaix 2021. Hein. Donc, mais ça reste des pavés qui pourraient être mouillés et menés à la faute Poggi qui devrait être ultra offensif, ultra survolté. Et voilà, j'ai peur pour lui qu'il prenne un petit peu de risque. Il est déjà tombé de l'année dernière alors que c'était pas mouillé. J'ai un petit peu peur. Confiance. Avec cette confiance où juste il faut lâcher les adversaires parce que je vais moins vite au sprint, donc je prends des risques. Voilà, et écoutez, on en reparlera quand Tadej Pogacar aura fini dimanche avec 3 minutes d'avance sur Van Der Poel, qui en aura lui-même 2 sur Van Aert et Pedersen. Merci beaucoup les copains de m'avoir accompagné dans cette preview de Paris-Roubaix. Merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez apprécié ce qu'on a raconté. Voilà, ça nous aide toujours à être toujours mieux référencés. Là, on fait des super vues en ce moment. Et puis également en commentaire, dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce qu'on continue à raconter plein de bêtises ou est-ce que vous êtes d'accord avec nous? Dites-nous c'est quoi votre podium à vous, voilà. Et puis si vous nous écoutez également sur Spotify, Deezer, voilà, toutes ces plateformes de podcasts, si vous voulez nous mettre un petit 5 étoiles, ça nous fait plaisir et ça nous permet d'être soutenus. Merci les gars de m'avoir accompagné dans cette belle preview. Et puis nous on se retrouve, Nico, c'est ça, on va se retrouver dimanche. Oui, dimanche, alors je ne serai pas au commentaire parce qu'il faut aussi tourner, mais dimanche soir pour le débrief, avec certainement Matt, on verra qui il y aura, et puis surtout ne manquez pas le commentaire avec Poppy, Matt et toute l'équipe de la course dimanche en direct, parce que avec le plateau et voilà, ce parcours, c'est absolument immanquable. Merci beaucoup Titien pour cette preview, et puis bon Paris-Roubaix et bonne fin du Tour du Pays Basque à tous. Tour du Pays Basque 100% français pour l'instant. Tout à fait. Ouais, et puis merci à tous, et n'hésitez pas, pour ceux qui ne suivent pas encore sur Instagram, il y a du contenu qui est déjà là et qui arrive, notamment si vous aimez les secteurs pavés, je vous en présente quelques-uns cette semaine. Donc allez vous régaler, pensez aussi à vous alimenter. Salut tout le monde. Merci Melvin, merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très très rapidement, et en attendant, pensez à vous alimenter parce que Paris-Roubaix c'est très long, et forcément pendant cette course la fringale guette. Ciao tout le monde. Salut.